Piero Pellado est un défenseur des droits de la personne. Il a été un des animateurs d'une campagne politique de 10 ans ayant mené en 1993 à l'adoption par le Québec de la première loi dans les Amériques de protection des renseignements personnels couvrant l'ensemble du secteur privé. Depuis, il milite pour la démocratisation des décisions informatiques à portée sociale. Chroniqueur et blogueur, il est aussi chercheur et conseiller en évaluation sociale de systèmes d'information. Bonjour madame, bonjour monsieur et bienvenue sur le plateau de Dialogue. Notre objectif est à la fois simple et ambitieux, mieux mesurer l'importance des problèmes qui traversent et nourrissent aussi nos sociétés dites modernes ou postmodernes, trouver éventuellement des alternatives de type citoyen pour vous les proposer et débattre au cas où les opinions divergent, ce qui sera peut-être pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, un thème immense qui demanderait à lui tout seul toute une série d'émissions. On va essayer de satisfaire votre curiosité. L'informatisation. Alors, Piero Pellado, on vous a présenté tout à l'heure à l'antenne. Piero Pellado, qu'est-ce que ça mange l'hiver? Hein? Vaste question. Vaste question, l'informatisation, oui. D'autant que peut-être madame, monsieur à la maison qui nous regardent, bon, on se disent, ben là, moi, c'est ça, là, je regarde les journaux, ben, toutes les semaines, on dirait qu'il y a une nouvelle révolution, là, un peu partout, là. Alors que, bon, c'est ça, justement, l'informatisation, c'est comme le terme générique d'une révolution qui a commencé, finalement, il y a 70 ans, juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est intéressant parce que déjà, le mot informatisation, en français, bon, ça réfère au mot informatique. La plupart des langues européennes utilisent le mot informatique, informatisation, qui est l'informatique, c'est l'art de manier l'information. Donc, on parle d'information dans un premier temps. Dans le domaine, les anglophones, eux, ils ont peut-être plus concret, je ne sais pas pourquoi, mais eux, ils ont orienté leur terminologie du côté des machines. Donc, on parle de computer et de computerization, donc la mise en machine du monde. Et du côté des Russes, c'est assez intéressant. Eux, aujourd'hui, ils ont adopté le mot informatisation, ils ont adopté le mot computerisation, mais à l'origine, ils réfèrent de toute manière à un terme qui référait plutôt à la cybernétisation. Oh, la gouvernance. La gouvernance, c'est ça, la kybernetica, c'est-à-dire la cybernétique, c'est-à-dire l'art de contrôler, de réguler les choses. Et typiquement russe, on peut dire. C'est typiquement russe et ça transparaît encore dans les définitions même d'informatisation et de computérisation utilisées en russe. On réfère justement au fait que c'est un phénomène de transformation sociale. Donc, là, ce qu'on a défini, j'ai 3 mots, mais j'ai comme qui réfèrent aux 3 éléments centraux, indissociables du phénomène d'informatisation. C'est qu'on a des informations qui sont maniées par des machines, qui elles-mêmes sont contrôlées par des commandes, des programmes, des logiciels. Et quand on parle d'informatisation, c'est justement l'encadrement des activités humaines, de nos relations qu'on établit entre nous ou avec des administrations, par du maniement d'informations, information au sens large, c'est-à-dire ça peut être du texte, de l'écrit, des chiffres, du son, de l'image. Donc, de plus en plus nos relations sont supportées par des informations qui sont traitées par des machines de plus en plus puissantes et qui répondent, ces machines-là, obéissent à des commandes qui sont décidées par qui. Et c'est là que tout l'enjeu politique de la question se soulève, parce que c'est qui décide quelle information pour supporter quelle relation en fonction de quelles règles pratiques. Je peux donner deux exemples rapides. Bon, par exemple, j'avais donné un cours à Télé-Université, je le donnais et à Montréal et à Québec.
À Montréal, c'est ça, j'avais mon ordinateur, puis chaque élève avait son propre ordinateur, son poste, et tous les postes étaient autonomes. Donc, moi, je présentais mes choses, c'était à l'écran, mais chacun des élèves pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait jouer à un jeu vidéo s'il voulait. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Donc, il faisait ça. Tandis qu'à Québec, haute culture, mon ordinateur était le cerveau de tous les autres. Oh. Donc, ce que j'affichais s'affichait obligatoirement devant les écrans. En raison de la commande à distance, c'est ça? En fonction, bien, c'est ça, du câblage qui avait été fait. Donc, contrôle des informations, contrôle de ce qu'on peut faire à travers les machines. Mais on aurait pu concevoir toutes sortes d'autres configurations où je peux surveiller ce que font les gens, ou au contraire, on peut partager des informations. C'est toutes des configurations possibles. Même chose. Un autre exemple, le domaine de la santé. On est en train d'informatiser les dossiers de santé, si un jour on y arrive. Oui, ça fait pas un siècle, mais ça fait un bon 30 ans. C'est ça, si on y arrive. Mais il est possible de dire, bon, par exemple, sur la simple question de la communication d'informations de mon dossier, d'un professionnel à un autre ou d'une clinique à un hôpital, bon, on peut... Et ils existent, tous ces systèmes-là existent dans différents pays. Certains, bien, la décision est prise par ou est commandée par le médecin, le professionnel de santé. Dans d'autres cas, c'est le patient qui a la clé du contrôle. Parfois, c'est conjoint. Ça peut être ni un ni l'autre, dans le fond. Ça peut avoir été décidé par des corporations professionnelles qui décident unilatéralement et uniformément telle information va automatiquement à tel endroit. Oui, puis on peut faire remonter ça au ministre, à la limite, qui pourrait décider. Donc, vous citez d'ailleurs la pilule de médicaments qui elle-même enregistre l'horaire si vous le respectez. C'est ça. Ça, c'est un autre exemple. Faute de quoi vous ne serez pas remboursé. C'est ça, c'est un autre exemple. Une technologie, là, c'est expérimenté aux États-Unis et en Grande-Bretagne actuellement. C'est-à-dire que là, on parle d'Internet des objets. Le fait que de plus en plus, chaque objet peut se connecter au réseau et donc à d'autres machines et échanger des informations. Mais c'est le cas maintenant. On expérimente des pilules. Chaque pilule a un microprocesseur et on peut savoir exactement à quelle heure, à quel moment j'ai pris ces informations-là. Donc, la question, c'est qui va avoir contrôler ça. Ça peut être très utile à des patients ou à leurs proches parce que si j'ai 20 médicaments à prendre dans ma journée, je vais pouvoir suivre ça. Oui, c'est ça. Il y a un côté pratique, fonctionnel, c'est ça, ça rapide. peut être ça. Ça peut servir à renouveler ma prescription auprès du pharmacien, faire que le médecin peut contrôler, mais à la limite, où c'est que ça s'arrête? Là? Et donc, effectivement, ça peut être les assureurs privés publics pourraient dire, bien, écoutez, là, si vous ne suivez pas la prescription, l'ordonnance telle que formulée, bien là, pourquoi qu'on vous rembourserait vos médicaments, là, ou on rembourserait vos soins? Donc, là, ça introduit toute une... En fait, on ramène la chose, c'est qui a accès à quelle information, pour faire quoi, et pour surtout décider quoi. C'est là que le conflit émerge dans l'informatisation. Entre nous et en 2 minutes, encore une fois, oui, est-ce que c'est vraiment pratique? Parce que vous avez l'air d'en faire beaucoup un outil d'influence, de pouvoir, de modélisation, mais elle pourrait passer. Elle pourrait être policière, à la limite. Elle pourrait pas être policière, c'est ça. Donc, mais est-ce que c'est vraiment pratique? L'informatique. L'informatique, bon, là, vous parlez à un informaticien, donc évidemment, j'ai à quelqu'un qui nage là-dedans, j'aime l'information, et donc, puis que bon, j'ai une formation j'ai une base de culture scientifique, là, donc on aime les données, on aime pouvoir les travailler. Donc, est-ce que c'est-à-dire, à la base, la révolution, elle a commencé il y a 6000 ans, là, avec l'invention de l'écriture. Et de plus en plus, c'est ça, on se sert de l'information pour communiquer. Soit communiquer à distance, je vous envoie une lettre ou un courriel, soit communiquer dans le temps, c'est-à-dire que je peux conserver de l'information. Mais l'information, ça nous permet aussi d'avoir un regard critique, de pouvoir comparer des choses. Par exemple, disons que
j'étais dans un vieux royaume il y a 2-3 000 ans. Je suis un percepteur d'impôts, même si je ne suis pas venu dans votre ferme l'année passée ni l'année d'avant. J'ai quand même le registre qui dit que vous aviez donné au roi 2 chèvres l'année passée, 2 chèvres l'année d'avant et 2 chèvres l'année précédente. Et donc, comment ça se fait que vous n'avez pas 2 chèvres à donner au roi cette année? Donc, il y a... et du point de vue de l'administration, bien, ça peut être intéressant d'avoir tous ces registres-là pour dire, bien là, écoutez, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour faire face à la prochaine famine? Voilà, c'est ça. Donc l'information, la civilisation est fondée sur l'écriture, elle s'est développée sur l'écriture. Donc, ce que l'informatique fait, c'est simplement pousser encore plus loin cette révolution-là, qui a commencé il y a 6 000 ans, en lui donnant des moyens là, en termes de capacité, de volume de traitement et de communication qui sont inégalés là, dans l'histoire. Donc, c'est ça, c'est comme... Il est difficile de renoncer à utiliser l'information parce que... Mais je vous posais la question, c'est pas parce que je ne voulais pas payer mes chèvres annuelles au roi de mon pays, mais c'est parce que c'est tout le débat sur la machine. Vous vous souvenez, les arts ménagers, ça devait libérer les femmes en particulier qui se tapaient le lavoir avec le linge, et puis on s'est aperçu que, bon, c'est pas si simple que ça. Oui, c'est ça. Il y a eu des discours, et ça, c'est arrivé avec toutes les nouvelles technologies de l'information, toutes les nouvelles technologies de communication. On a dit que le télégraphe allait arrêter les guerres. On a dit, bon, donc ça, ce discours-là revient, et il y a tout un discours utopiste à chaque nouvelle technologie où on dit, bon, ben ça va être la nouvelle laveuse à linge ou le nouveau lave-vaisselle. Il y a ça, effectivement, mais on peut constater qu'effectivement, si on prend simplement les pratiques aujourd'hui en termes de... on va prendre les printemps arabes, par exemple, ou simplement la capacité qu'on puisse donner des individus, des groupes, des sociétés entières de communiquer entre elles, de diffuser de l'information, de court-circuiter les médias contrôlés par des royaumes, des dictatures, là, on se rend compte que c'est ça, il y a une appropriation actuellement qui se fait. C'est sûr que cette appropriation-là se fait en retard des pouvoirs du capital, des pouvoirs de l'État, qui, eux, évidemment, ont des capacités de s'approprier cette technologie-là beaucoup plus grandes que le simple citoyen, où le citoyen arrive par la suite. Ça, mais malgré tout, il y a une démocratisation qui... C'est ça. L'enjeu véritable, finalement, c'est est-ce que je peux contrôler ma vie ou est-ce que je vais me faire contrôler à mes dépens? Derrière l'idée du contrôle, est-ce qu'il y a un léviathan obsessionnel qui pense, comme les bureaucrates caricaturés, là, il faut surveiller absolument, ou bien c'est pour faire des sous, par exemple, qu'on pourrait comprendre. Oui, ben, en fait, les deux sont vrais, et particulièrement, après l'affaire Snowden, je pense que ça devient assez évident, mais on pourra peut-être parler de Facebook tantôt. L'affaire Snowden a vraiment, en fait, a popularisé ce qu'on savait déjà, parce qu'il y a eu d'autres fuites qui avaient été faites, il y avait d'autres révélations des rapports du Congrès aussi, sauf que ça révèle très clairement, c'est ça, ce qui s'est passé après septembre 2001. Là, il y a eu vraiment un emballement de la machine, d'une machine industrialo-sécuritaire, si je peux un peu parodier l'expression méro-industrielle. C'est ça. Donc, il y a eu une espèce d'emballement et il est clair qu'aux États-Unis, une large partie du développement informatique est financée soit par le ministère de la Défense, carrément. La recherche et le développement est beaucoup financé par le ministère de la Défense. Il y a même un département qui s'appelle la DARPA là, qui spécialise là-dessus. Et aussi par le domaine de la sécurité. Même la CIA a une firme qui fait du capital de risque dans le développement de technologies. Donc, il y a effectivement un enjeu industriel là. Et il y a aussi une espèce d'idéologie. J'ai déjà écrit que ça tenait du discours d'un espèce de délire religieux.
Les bons républicains. Oui, mais c'est pas seulement que les républicains, c'est profondément ancré dans la psychologie humaine. Bon, c'est ça. Ben, malheureusement, je ne me souviens pas, je suis pas très bon avec les noms, je donne le droit à l'oubli à tout le monde. Mais il y a un évêque d'Édimbourg, anglican d'Édimbourg, bon, c'est ça, qui a formulé l'hypothèse suivante. À quel moment a-t-on inventé Dieu? Il se pose la question. Puis, en fonction des recherches actuelles, anthropologiques, psychologiques actuelles, ben, il arrive à une hypothèse qui est la suivante. On a probablement inventé Dieu, certainement après l'invention du langage. Et la pensée, essentiellement, c'est se tenir une conversation à soi-même. Et là, tout d'un coup, c'est immédiatement posé la question, et si quelqu'un tapait la ligne, tapait cette conversation-là? Et d'où vient la notion de Dieu, Dieu personnel, qu'on peut s'adresser à lui directement, chose en genre. Bon. Et donc, puis j'ai déjà écrit aussi, bon, les recherches psychologiques montrent que, par exemple, le jeune enfant, juste entre 2 ans et 4 ans, s'imagine, par exemple, que sa mère sait tout. Ah oui. Il ne peut pas imaginer que sa mère ne sait pas ce qu'elle vit, ce qui est très sécurisant, ce qui permet d'intégrer plein de règles. Tout ça, et comme, bon, il y a un autre humoriste que je ne me souviendrai pas, qui disait, bon, que lui, c'est ça, sa mère était pauvre, mère célibataire, et elle avait utilisé Dieu comme une gardienne pas chère, tu sais, parce que là, j'étais surveillé. Donc, il y a ce fondement-là culturel qui est là, et qui existe dans toutes et toutes les grandes religions, que ce soit judéo-chrétienne et l'islam, ils ont le mythe de Babel, c'est-à-dire il ne faut pas se prendre pour Dieu ou essayer d'atteindre la vision des choses qu'a Dieu. Sauf que c'est ça qui se passe avec, entre autres, la NSA. Le principe, c'est de dire, si on est capable de recueillir beaucoup d'informations, on va pouvoir détecter les gens qui sont mauvais, les gens qui ont des mauvaises intentions. Et comme le disait un autre lanceur d'alerte, 10 ans avant Snowden, dont j'ai oublié le nom encore, fondamentalement, comment la NSA fonctionne, c'est qu'elle se dit, bon, ben, l'idée, c'est la métaphore de l'aiguille dans le botte de foin. Fait qu'elle dit, bon, ben, recueillons une grosse botte de foin, puis cherchons, on va peut-être trouver une aiguille. Puis ils n'en trouvent pas. Fait que donc, ça veut dire que ça prend encore plus d'argent, dépenser encore plus, pour faire une botte de foin qui est grosse, qu'on peut remplir le stade olympique. On fouille dedans et on ne trouve rien. Et là, présentement, on est en train de développer une botte de foin qui va être la grosseur du Mont-Royal. Okay. Mais il faut se rendre compte que toutes ces activités de surveillance-là, ça a été clairement établi devant le Congrès américain, n'ont abouti en matière de lutte au terrorisme à 0. Parce que c'est de la surveillance de masse, at large, au hasard. On essaie justement de chercher une aiguille. On ne sait pas si elle existe, alors que c'est les activités de surveillance ciblées, c'est-à-dire sur des cibles précises, choses qui, elles, ont toujours rapporté, y compris quand on a retrouvé Osama Ben Laden. Donc là, vous me sidérez un peu parce que je pensais que c'était, je caricature évidemment exprès, une invention des méchants capitalistes pour faire beaucoup d'argent. J'ai l'impression que ça coûte très cher et que c'est inefficace. Ça coûte très cher, c'est inefficace et ça comme conforte quelque chose dans l'âme humaine, en quelque part. Ah oui, OK. Quelque part, c'est rassurant pour des gens de savoir qu'on est surveillé. C'est ça. C'est rassurant, vous dites les gens, mais j'allais dire pour tout le monde. C'est-à-dire, qui n'a pas son ordinateur passe pour un espèce d'illettré complètement anachronique, finalement. L'ordinateur, c'est la machine rendue au domicile et qui permet à moi comme à vous d'être un petit Dieu à ma mesure. Oui, bien c'est ça. Disons que c'est pas tout le monde qui a un ordinateur comme tel, mais c'est clair que dans sa version téléphone, oui. Tout le monde a un ordinateur et la puissance de ce qu'on a dans nos poches présentement là, dépasse ce qui existait, les IBM 360 dans les années 60, là, les gros ordinateurs centraux de l'époque. Et ça, c'est un marché, une valeur d'échange considérable. Par définition. Ça, c'est par définition. Et il y a effectivement là, une poussée pour
C'est ça, il y a un intérêt commercial, il y a un intérêt en termes de développer la consommation, mais il faut se rendre compte que il y a des avantages considérables. Là, je vais prendre des exemples. Bon, présentement, en Uttar Pradesh, par exemple en Inde, en Uttar Pradesh, les agriculteurs, ils ont d'énormes problèmes. En tout cas, il y a à peu près il y a plusieurs dizaines de suicides par semaine en Uttar Pradesh. Et pourtant, là, mais tout le monde a un peu son téléphone. Et là, tout d'un coup, là, il y a plein d'applications qui se sont développées, qui ont permis, d'une part, de se partager des trucs. Par exemple, dire, bon, si j'utilise telle association de plantes, j'ai pas besoin de pesticides, et donc je m'empoisonne. Ou comment me servir des insecticides. Donc, les gens se donnent des trucs, choses dans le genre. Puis un des objectifs, c'est justement réduire le taux de suicide et augmenter les revenus des agriculteurs. Et ça leur permet aussi de court-circuiter l'intermédiaire qui achetait et d'aller beaucoup plus directement pour ce qui est de vendre leur marché ou faire affaire avec la banque ou les gens qui vont financer leurs intrants. Donc, en quelque part, oui, effectivement, là, c'est pas que seulement où il y a un côté fashion. Bon, on vient de sortir, on va sortir là, dans quelques jours là, la iWatch, là, la montre. Bon, c'est sûr, et ça va être vendu comme un bijou, ça va être un status symbol, ça va être bien pour l'image, pour l'ego d'avoir ça, mais il y a quand même des utilités très, très, très réelles qui ont un pouvoir d'émancipation considérable. On a réussi, je pense, grâce à vous, évidemment, à faire quand même un premier tour du jardin, si j'ose dire. Les fleurs sont très artificielles et informatisées, pardon. Alors, si vous voulez bien, dans la deuxième partie, on va aller s'enquérir auprès de M. Tremblay-Pepin de ses premières réactions qui sont certainement positives, mais en tout cas qui vont nous enrichir dans le débat qui nous réunit aujourd'hui. Au plaisir. Merci beaucoup. Pour réagir aux propos et aux réflexions de Piero Pillado, nous avons invité Simon Tremblay-Pepin, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Simon Tremblay-Pepin complète un doctorat en sciences politiques à l'Université York, où il se concentre sur le lien entre l'économie et les structures démocratiques. Militant et consultant en relations publiques, il s'est impliqué dans divers médias et organisations. Ses intérêts de recherche à l'IRIS sont les systèmes politiques, les finances publiques et les perspectives de démocratisation économique. Simon Tremblay-Pepin, bonjour, bienvenue à l'émission Dialogue. D'ailleurs, ce n'est pas la dernière fois qu'on va vous voir, d'après ce que j'ai pu voir dans le planning, et je m'en réjouis. Piero Pillado, tout à l'heure, nous a fait une synthèse, j'en suis tout ébaubi, comme on dit, sur l'information modélisée, sur l'information marchandise. J'étais surpris, par contre, il n'a pas utilisé le mot réseau encore. On en reparlera peut-être, mais il a réussi à nous parler de Dieu quand même. Oui, mais il est toujours là, lui. Oui. Alors, c'est pas surprenant. Alors, vos premières réactions, questionnements Eh bien, écoutez, une des choses dont j'aimerais débattre et sur laquelle j'aimerais réfléchir, et il me semble que c'est un débat qui revient à peu près à chaque fois qu'on a une réflexion un peu plus large sur la question de l'informatisation, pour reprendre le terme que vous avez employé plus tôt, c'est la question est-ce qu'on est face à une technologie qui, de toute façon, par l'évolution technologique, on se serait rendu là où nous sommes aujourd'hui, et donc qu'il y aurait une certaine neutralité dans la découverte scientifique, ou alors ce qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de rapports sociaux très spécifiques, très particuliers, où on a des objectifs également très clairs. Il y a été mention du iWatch plus tôt. Je pense qu'on pourrait étendre cet exemple très largement. Ou évidemment, quand on bâtit un objet technologique comme ça, on le bâtit avec certaines idées, bien sûr, mais aussi dans certaines contraintes. On va créer ces objets-là, pas pour améliorer, peut-être aussi pour améliorer le sort du monde et de l'humanité, mais d'abord et avant tout pour arriver à un certain profit. Comment, par exemple, la contrainte du profit, on pourrait en trouver d'autres, des contraintes sociales, bien entendu, relationnelles, etc., mais comment la contrainte du profit
a transformé la recherche scientifique, la découverte dans ces domaines-là, et comment ça a bâti la société d'information dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il me semble qu'il y a là une réflexion qu'on n'a pas eu le temps d'aborder tantôt, mais qui me semblerait intéressante à creuser. C'est le premier réflexe que j'ai eu en entendant je ça. sais que Pierrot Pellado nous écoute. Oui. En préparant l'émission tout à l'heure, je mijotais une question dans le genre, et je vous en avais fait part. Qu'est-ce qu'on aurait inventé si on n'avait pas inventé l'ordinateur? et ça va un peu dans le sens de ce que je soulève, c'est-à-dire on a inventé quelque chose, sûrement la question de la communication. Entendons-nous qu'il est là un rapport humain assez de base. Les êtres humains sont des êtres politiques, des êtres sociaux. Il est question de communication. Qu'on développe des technologies autour de cette question-là, ça ne me semble pas surprenant. Anthropologiquement, ça se conçoit, sociologiquement aussi. Mais lesquelles avons-nous développées et pourquoi? Comment se fait-il, par exemple, comment se fait-il, c'est une chose, mais surtout, quelle conclusion peut-on en tirer de savoir que ARPANET, par exemple, va être développé, donc l'ancêtre d'Internet va être développé dans les bureaux du ministère de la Défense américaine, dont il était mention tantôt également, où on va se dire, mais c'est intéressant en termes militaires d'avoir ces réseaux-là. Ah, intéressant que notre société, ce soit par cette voie-là qu'elle est passée pour pouvoir y aller. Et ça revient là aussi de façon intéressante à la conception soviétique de la question, exactement, de la question de la cybernétique et donc du contrôle et de la gouvernance, etc. Bon, gouvernance, c'est un mot que j'essaie d'éviter, mais disons de l'art de gouverner les gens. Et il y a là plein de liens, plein de réflexions à y avoir. Donc, les technologies qu'on a entre nos mains, ce sont les produits d'un système très particulier au niveau économique. Ce sont aussi les produits de systèmes politiques particuliers. Si la Chine que nous connaissons actuellement avait été au cœur du développement informatique, j'imagine qu'on aurait des objets différents dans nos mains en termes d'information avec le système politique particulier qui est le système chinois actuel, et bon, qui n'est pas le même que celui post-révolutionnaire de la Chine des années 50-60. Donc, il me semble qu'il y a une série de réflexions à y avoir là-dessus qui m'intéressent, et évidemment, les conséquences de ça sur la question de qu'est-ce que ça voudrait dire une technologie de l'émancipation ou une technologie qui participe à l'émancipation sociale. Et ça, c'est un peu mystérieux quand on y pense. C'est-à-dire, si on faisait de la recherche au-delà des objectifs commerciaux, même pour servir d'autres objectifs, de quoi ça aurait l'air comme technologie? Et là, il me semble qu'on entre dans un monde qui est un monde que, considérant mes sujets de thèse, je fréquente un peu sur la question de l'économie. Donc, quand j'essaie d'y penser sur la question de la technologie, bon, peut-être que c'est parce que j'y suis pas habitué et que tout ça me semble très nouveau, mais il me semble qu'on a là quelque chose de riche à aller brasser. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le premier bidouilleur, alors on va jouer à la Gates, là, et à l'anecdotique, dans son garage, sans le dire à ses parents, a commencé à inventer le premier, j'ose plus l'appeler ordinateur, computer, ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est pas quelque chose qui lui a finalement échappé des mains? C'est-à-dire comme un pétard, là, une bombe, tu sais. Au début, tu fais quelque chose d'amusant, sympathique, t'appelles les copains, on boit une bière autour de ça, et puis là, le vertige des conséquences assez infinies. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, dans la recherche, dans la pensée, dans aussi l'avancée technologique et dans la contribution là-dessus, quelque chose qui ne nous rappelle pas l'œuvre d'art? C'est-à-dire que quand il y a travail artistique, quand il y a œuvre qui est partagée dans la société, souvent d'ailleurs les artistes y réfèrent de la même façon qu'à une naissance, où on dit, ben une fois que j'ai fait mon travail, l'œuvre s'en va puis a sa vie propre. Il me semble que la technologie
a aussi sa vie propre, mais d'une autre façon. Quand on pense, par exemple, à ces groupes de travail collectif sur du code source ouvert, par exemple, où, ben oui, il y a quelqu'un qui a pensé à un logiciel un jour, mais non seulement les gens l'utiliseront comme ils veulent et ils se le partageront, etc., mais finalement, ça lui échappe des mains peut-être encore plus dramatiquement, parce que les gens le modifieront, l'adapteront à leurs besoins, et ce que cette personne avait pensé au départ que ça pouvait servir, peut-être que ça servira à complètement autre chose, peut-être que ce sera totalement transformé et ce sera autre chose. Et en ça, il y a quelque chose d'assez intéressant et d'assez porteur et qui me semble aller au contraire, en fait, de ce qu'on a appelé maintenant les droits de propriété intellectuelle, les droits d'auteur, etc., où on essaie de conserver la mainmise sur la pensée, sur la création et tout ça, alors qu'il me semble que quand on ouvre ces valves, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler la question de la rémunération des inventions. Bon, ça, c'est une question, mais c'est une question distincte de la pensée, de la recherche et de l'innovation. Et on les a étrangement mélangés, il me semble, à notre... et ça nous dessert, au final, de les avoir mélangés comme ça, au sens où il me semble que quand on laisse aller la création et la recherche collective, on arrive à des lieux qu'on n'avait jamais soupçonnés alors qu'on était en train de réfléchir et de créer, parce qu'on laisse des gens avancer sur des tout petits détails. Dire, moi, je vais travailler sur cette chose-là, comment je peux l'améliorer, tout ça. Et il y a ce fourmillement de travail et d'invention qui me semble extrêmement... il y avait cette comparaison de la cathédrale et du bazar, qui date un peu maintenant, mais qui me semble intéressante. On pense souvent la création comme on pense une cathédrale. Or, peut-être que ce qu'il y a de plus humain, c'est le développement du bazar. Et aussi gauche et désorganisé soit-il, il nous amène peut-être à différents endroits. J'ai envie de reprendre l'image du souk, d'ailleurs. Oui. Parce qu'en fait, en écoutant Piero Pellado tout à l'heure, je pensais à ordinateur. Oui. Bon, ça y est, on a bien rangé. L'univers est maintenant correctement rangé. Oui. Mais il n'est plus qu'un. Ce qui faisait le charme du souk, il y avait beau y avoir 40 marchands de tapis ou de soieries, chacun avait sa personnalité propre, sans lesquelles personnalité, ça serait plus un souk, ça serait un grand magasin, je ne sais pas quoi. Donc il y a une mondialisation qui est aussi, à travers l'informatique, une uniformisation dans le modèle aussi, hein? Oui, ça sur la question de l'uniformisation, parce qu'on pourrait, c'est drôle, avec cette métaphore du souk, on peut arriver à deux conclusions complètement opposées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le réseau se construit, il rend peut-être justement visible cette différence que seul soi-même devant son ordinateur, on voyait effectivement l'ordre et la structure que nous, on voulait établir, etc. Mais que quand on se met en réseau, là, on voit 1000 autres façons de fonctionner. Okay. Et donc là, oui, différenciation, mais de l'autre côté, et je suis d'accord avec vous, on voit non seulement une uniformisation en termes de machines, d'habitudes et tout ça, mais quelle extraordinaire uniformisation de notre mode de pensée nous avons faite avec ces machines. Aujourd'hui, penser, toute la question de l'interface logicielle, hein, à quel point vous pouvez donner un iPhone à un enfant au Québec et à un autre en Inde, et leur aisance à comprendre toute une interface d'utilisation qui a été pensée par des gens, qui a été développée, préméditée, etc., eh bien, ils y sont entièrement habitués très, très rapidement et dès le plus jeune âge. Mais cette façon-là de penser le monde, dans laquelle nous incluons très bien, qui a été pensée en fonction de nos habitudes comme êtres humains aussi, bien sûr, mais cette façon de penser le monde, elle a une influence, évidemment, sur comment on structure nos propres idées. Alors là, on est dans un contexte où vraiment il y a un encadrement et cette uniformisation, elle va loin. Je lisais récemment
et je veux surtout pas avoir l'air d'être un vieux nostalgique. Non, grand Dieu. L'important, c'est pas de rester jeune, c'est de le devenir. Hein, que 14 États américains avaient supprimé à travers leur programme du premier cycle d'études au primaire les cours d'apprentissage de la lecture cursive. Oui, oui, j'ai vu ça. Autrement dit, ces enfants-là vont juste tapoter. Oui. Okay? Et ce qui m'a paru grave, et peut-être c'est une question importante à poser à Piero Pellado tantôt, c'est est-ce qu'on va y perdre? Je sais pas, mais j'aimerais savoir, au moins, j'aimerais qu'on ait les termes du choix, au moins, de l'alternative. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va-t-il donner des consommateurs uniformes, un peu robotisés, ou est-ce que ça va donner éventuellement une autre forme d'originalité dans la pensée et dans l'expression? Mais c'est une question qui est tout à fait intéressante à aborder. Il me semble qu'on voit là un changement technologique évident, important, qui est lié à un rapport humain. On disait tantôt, la civilisation et l'écriture ont des liens fondamentaux. Justement, changer notre rapport à l'écriture, c'est un changement qui me semble majeur. Est-ce qu'elle va changer de façon déterminante notre rapport à l'écriture à travers cet apprentissage-là? Je ne saurais dire, je n'ai pas les compétences pour évaluer ça. La chose qui, moi, me préoccupe, c'est que je me rends compte que les plus jeunes d'entre nous, ceux et celles qui ont été habitués à fonctionner avec ces machines dès leur naissance, continuent de traîner avec eux papier, crayon, de prendre des notes et tout ça. Même s'ils ont dans la poche un téléphone, il y a encore une vaste utilisation de cette technologie anachronique que serait le stylo et le papier. Pourquoi? C'est ça. Est-ce que c'est dû aux apprentissages au primaire et tout ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment un rapport particulier à cette écriture? Je ne saurais dire. Moi, je n'y connais rien. Ce qui donnerait un fort risque si on perdait ça. Hein? Oui, peut-être. C'est ça l'un des problèmes. Et bon, et puis, peut-être, et ce sera peut-être une dernière question, on va voir s'il est toujours aussi synthétique, notre ami Pellado tantôt. Il faut une prise en charge citoyenne parce que c'est la démocratie qui est ici en jeu. Je parle pas du vote électronique, oui, non. Je parle de l'organisation d'un débat qui permet une prise en charge de la société par elle-même et non pas par une gagne qui va en faire ou du profit ou du pouvoir. Il y a une question là-dessus. Et là-dessus, et ça revient un peu à ce sur quoi j'ouvrais dès le départ, c'est-à-dire nous n'avons jamais, pour ça, comme pour beaucoup d'autres choses dans notre société, nous n'avons jamais eu un moment de réflexion collectif sur ce développement technologique. Il va dans quel sens, il a quelle portée, où voulons-nous qu'il aille collectivement? Donc, tout ça, on n'a jamais pris le temps de faire ce débat-là. Ajoutons par-dessus qu'on ne s'est jamais même posé la question de « Oui, mais ça profite à qui, tout ce développement technologique, cette obsolescence évidente, de façon évidemment planifiée de nos appareils, là, quand on parle de téléphone cellulaire, là, il me semble que ça saute aux yeux. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on dépense toute cette énergie et de fort précieuses ressources? Les terres rares qui sont utilisées pour construire ces machines, etc., on n'en a pas pour 2000 ans à les exploiter. Là, on se dit, on va faire des téléphones qui durent 3 ans et qu'il faut changer constamment, ou on dépense de ces ressources. Est-ce qu'on fait vraiment un choix collectif sensé, raisonnable sur ces questions-là? Est-ce que ces objets-là servent les priorités qu'on voudrait qu'ils servent collectivement? Il me semble qu'on n'a jamais l'occasion de faire ces débats-là sur ça et sur plein d'autres choses. Sauf à l'émission Dialogue. Bien sûr. Et on va aller rejoindre notre ami Piero Pellado pour la 3e partie de cette émission. Pour nous faire parvenir vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran.
Visitez aussi notre site web pour approfondir le contenu de l'émission et connaître nos suggestions de lecture en lien avec le thème de cette semaine. Alors, messieurs, nous voici pour la troisième partie où on essaie encore de monter le niveau tel que nous le réclament probablement ceux ou l'espèrent ceux et celles qui nous écoutent. Je vais vous lancer, Piero Pellado, sur... c'est une question apparemment idiote. Vous voyez, j'ai confiance en moi. Si j'avais à résumer très rapidement à un petit prince quelconque ce que c'est que l'informatisation, je pourrais lui dire, c'est 0 ou 1, le binaire, hein? Point. C'est la réduction à ça, OK? Ce qui permet les aménagements, les modélisations à l'infini, alors que quand vous avez 26, 40 ou 50 caractères ou racines, c'est plus difficile. Est-ce que la réalité, voilà la question idiote, n'y perd pas au change? Encore, la réalité peut y perdre au change, mais pas à cause des 0 et des 1. Les 0 et des 1, c'est ça d'ailleurs quand on parle du monde numérique, oui. C'est le fait que maintenant, de plus en plus, les objets autour de nous et la façon dont on communique autour de nous parlent le même langage. À la base, là, c'est des 0 et 1 qu'on échange. Les téléspectateurs, aujourd'hui, reçoivent... c'est des chaînes de 0 et 1 qui rentrent dans leur téléviseur et qui nous permettent de nous voir, de nous entendre. Donc, c'est ça. Donc, c'est plus le langage universel. Mais là-dessus, c'est comme dire que les pixels sur l'écriture d'un livre ou le pointillisme d'une peinture pointilliste, justement. Aux impressionnistes, c'est ça. Donc, c'est pas ce niveau-là que ça limite les choses. C'est le fait que à un moment donné, on prend toute une série de décisions d'organiser le monde de telle manière à travers des catégories. Je vais prendre un exemple. Ça a pris 2 ans dans le domaine des services sociaux, protection à l'enfance, pour définir quelle était l'adresse d'un enfant sous protection de la jeunesse. Parce que derrière cette décision-là, c'est quoi son adresse? Il y avait plein d'enjeux. Le fait de savoir c'était quel centre jeunesse qui avait la responsabilité. Est-ce que c'est l'adresse? Bon, est-ce que c'est l'adresse du parent ou s'il y a des parents, lequel des deux, s'il y en a 2? Est-ce que c'est l'adresse du centre d'accueil? Est-ce que c'est l'adresse de la famille d'accueil? Et ça va toutes sortes d'enjeux parce qu'il y a des enjeux budgétaires. Hein? Les centres jeunesse essaient de pelleter les dossiers dans la cour du territoire voisin. Ça avait des conséquences sur qui avait juridiction dans la cause, quel centre c'est ça, quel centre d'aide juridique allait avoir, va aller défendre. Donc, il y avait toute une série d'enjeux, et c'est pour ça que ça a été une négociation qui a duré 2 ans sur un élément aussi simple qu'une adresse. Et donc, la question, c'est que l'informatique ne peut se développer que dans un univers de standardisation, dans un univers normalisé. Parce qu'on ne peut pas... Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté dans le domaine de la santé à informatiser, entre autres, c'est que d'un étage à l'autre, les disciplines ne parlent pas le même langage. Donc là, ça veut dire qu'il faut utiliser les mêmes mots pour désigner les mêmes choses dans un domaine où c'est justement, il y a une science derrière la médecine, mais la médecine, c'est d'abord un art. Et donc, ça pose toute la question. Et la pratique d'un médecin spécialisé dans un domaine X, puis de l'infirmière qui est dans un dispensaire sur la Côte-Nord, c'est sûr qu'ils ne vont pas traiter les mêmes informations de la même manière. Donc, il y a tout cet aspect-là de standardisation des mots, des termes, des catégories dans lesquelles on conçoit le monde, et ça va avoir des conséquences par la suite, parce que là, les chercheurs, ils vont être obligés de partir des données qui sont disponibles, d'une part, et ensuite, comment qu'on organise ça, comment qu'on structure ces informations-là. Et c'est une des raisons pourquoi dans le domaine de la santé, c'est le dernier domaine à s'informatiser et c'est le plus compliqué.
OK, hein, c'est pas parce qu'ils veulent gagner beaucoup de sous et à chaque fois Non, ils non. levent Ben, il y a moult raisons, mais une des raisons principales, c'est que c'est difficile, beaucoup plus difficile que, par exemple, le domaine de la banque ou de l'assurance ou de la pharmacie, où on est dans des environnements qui ont été standardisés depuis déjà préalablement, depuis des décennies, voire des siècles. Dans le domaine de l'assurance, ça fait des siècles qu'on fait ça. Dans le domaine de la banque aussi, la comptabilité. Et on travaille, par exemple, dans le domaine de l'argent. L'argent, c'est c'est une information universelle. C'est un diluant universel, même à la limite. Donc, alors que dans le domaine de la médecine, bien là, les catégories changent constamment. Là, par exemple, le DSM-4, en matière de santé mentale, bien là, les maladies changent, ils se promènent. Tu sais, l'anorexie, c'est une anorexie nerveuse, là, c'est devenu une anorexie mentale, c'est devenu une maladie. Et là, tout ça, ça bouge constamment. Et donc, les catégories, bien, il y a derrière ça toute une série de détermination. Il y a des programmes qui vont se construire, là, des programmes carrément entiers, là, soit économiques, soit de politique publique, qui vont se construire autour de ces catégories-là. Et tout ça. Et c'est pour ça que ça devient un enjeu de démocratie, à quelque part. Là. Oui, c'est ça, j'allais vous amener là. Comme dans la décision de où est l'adresse du centre d'accueil, est-ce qu'on a consulté des familles d'accueil? Est-ce qu'on a consulté des gens, des enfants, des jeunes en question, ou ça a été quelques technocrates qui ont décidé pour l'ensemble de ces gens-là? Simon Tremblay-Pepin, est-ce que, là j'ai posé une question théorique, comment on peut prendre en charge la réalité sur le plan de sa compréhension et de la transmission de cette compréhension, mais il y a aussi l'aspect politique, évidemment. Si c'est flou, comme vient de nous le dire Piero Pellado, si c'est tout en nuances, le contrôle va échapper à ceux qui en rêvaient, non? Ah, mais je pense que c'est le contraire, en fait. Oui. Parce que à partir du moment... Parce que pour que ce soit traitable, il faut que ce soit standardisé. Ah. Et la standardisation peut s'appliquer sur des zones de flou et s'imposer et tracer. Vous savez, quand les grands empires coloniaux se sont imposés en Afrique et qu'ils ont tracé des frontières, ils les ont tracées quand même. Hein? Même si ils divisaient en deux des tribus ou des nations complètes qui travaillaient ensemble et vivaient ensemble, ils ont tracé la ligne néanmoins. Oui. Et je pense qu'on peut voir la même chose. On sait ce que ça a donné, non? Exactement. Et je pense qu'il faut le réfléchir aussi de la sorte. Et bon, le DSQ, le Dossier Santé Québec, est probablement un exemple intéressant, mais si on revient à la question de la surveillance, si on revient... comment est-ce que la volonté de surveiller et d'avoir accès aux données peut avoir aussi transformé le type de technologie qu'on fait, qu'on accepte. Il y a quelque chose ici où le pouvoir politique, le pouvoir économique, tout ça se rencontre, où il devient intéressant. Et quand je délirais en disant, bon, bien, si la Chine avait développé de la technologie, on s'imagine assez aisément que la possibilité qu'un pouvoir central puisse avoir accès à l'information produite par une technologie aurait été une condition sine qua non au développement de cette technologie. Alors, on voit que quand on développe de la technologie, c'est pas neutre. Ça se fait à l'intérieur d'un rapport social particulier. Puis peut-être pour enchérir, indépendamment, sans faire de l'Uchronie, de réécrire l'histoire, quand on regarde les possibles qui sont devant nous, on parle, par exemple, d'une possibilité de balkanisation de l'Internet, c'est-à-dire qu'il y aurait un Internet très propriétaire en Amérique du Nord, il y en aurait un chinois très contrôlé, et il faut se rendre compte, et c'est là qu'on voit que le contrôle social est possible, c'est-à-dire dans la mesure que il y a un petit groupe de gens, probablement à Beijing, qui travaillent et qui contrôlent presque en temps réel ce que 1 milliard de Chinois ont accès ou pas sur Internet. Et c'est ça un des bons en matière de régulation, c'est qu'on pouvait adopter des lois, on pouvait adopter des règlements, des directives. On avait des grandes bureaucraties, mais il y avait, c'est ça, le rôle des préposés à la clientèle, des commis au comptoir, c'était justement de traduire les catégories de l'irréalité dans les catégories de l'organisation pour pouvoir que ça fonctionne. Mais là, maintenant, c'est l'interface. C'est ça, d'être l'interface. Et là, ils adaptaient aux situations individuelles. Mais là, maintenant, et c'est pourquoi beaucoup de
de grands systèmes informatiques plantent, entre autres, c'est la possibilité de pouvoir, d'une part, justement, imposer, une fois que, bon, prenons mon chinois, là, disons, je dis maintenant, tous ces sites-là ne sont plus accessibles, je rentre la commande, et la commande, elle est appliquée, et elle vous est opposée automatiquement, il n'y a rien que vous pouvez faire. Et si on pousse un peu plus loin, là, parce que là, on parle plus de surveillance, contrôle, mais il faut se rendre compte que toute cette gamme d'informations-là, ça permet aussi de faire de l'expérimentation sociale à large échelle, en temps réel. Par exemple, si vous êtes un abonné Facebook, il y en a 1,3 milliard d'abonnés Facebook, vous êtes en tout temps cobaye d'une dizaine d'expériences, à tout moment. Et ces expériences-là, elles vont très loin. On sait, par exemple, qu'aux élections de mi-mandat de 2010, Facebook a fait une expérience aux États-Unis sur quelque chose comme, c'est ça, là, pas loin d'un million d'abonnés, pour voir si on les exposait à tel type de relations liées au vote, est-ce qu'on augmenterait la participation au vote? Et ils ont réussi, sur un relativement petit nombre, ceux qui ont été exposés, ils ont augmenté le nombre de votants de 344 000. Dans des courses serrées, ça peut faire la différence entre une victoire et une défaite. Et tout ça, ça a été fait à l'insu des gens. Donc, il y a la capacité de surveiller, de pouvoir expérimenter et ensuite de mettre en œuvre. C'est pas uniquement surveiller, c'est pas uniquement éventuellement prendre une décision, c'est modifier le comportement, adapter le comportement. Mais j'allais vous dire, heureusement, il nous reste 5 minutes, heureusement, il y a toujours du sable dans une machine. Hein? On a beau la nettoyer tous les jours, il y a toujours un niaiseux qui est foutu à la porte, vous allez comprendre tout de suite à qui je fais allusion, et qui balance tous les fichiers qu'il a emportés en dehors de l'entreprise et qui nous révèle qu'il y a eu 150 000 fraudeurs ou 106 milliards de dollars de détournés au niveau fiscal via le Luxembourg. Donc, il y a toujours... j'aimerais qu'on termine sur cette prise en charge citoyenne qui, pour l'instant, est un peu délinquante. Hein. Snowden est quasiment en prison. L'autre qui est dans son ambassade de je ne sais plus où, là, pas de Colombie, mais en tout cas à Londres. Et puis mon troisième qui est considéré comme un bandit de grand chemin parce qu'il n'a pas réussi à vendre l'information dont il la balance gratuite. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas élargir ces modalités de contrôle et donc intensifier la vie démocratique ou la relancer? Oui, en fait, il y a deux éléments. Il y a l'élément un peu, bon, c'est ça, le fait de mettre plus de transparence, parce que là, c'est ça, on devient transparent pour ces organisations-là, et on doit exiger plus de transparence de leur part. Ça, je pense que cette revendication-là, elle existe, elle est là. Il y a deuxièmement le fait qu'il se développe toute une série de contre-technologies. Par exemple, bon, on parle de Snowden, la NSA, tout ça. Bien là, justement, il y a quelques semaines, il y a un petit entrepreneur montréalais qui a développé un système qui permet très facilement de s'envoyer des courriels, de s'échanger, de tenir des conversations, mais qui deviennent impossibles d'être décodés par la NSA et compagnie. Bon, et que ça soit totalement transparent, facile à utiliser. Donc, il y a plein d'ingénieurs qui travaillent aussi de ce côté-là des choses. Okay. Donc, il y a ce développement-là, mais il y a aussi le fait que il va falloir poser la question en termes politiques, de dire que informatiser, c'est légiférer, et que dans une société démocratique, en démocratie, l'obligation de subir, l'obligation de devoir me soumettre implique le droit de savoir, le droit d'avoir mon mot à dire et le droit d'influer sur la décision. Et de pouvoir surtout en débattre collectivement. Et ça, c'est un grand... c'est là qu'il y a un retard, là, il y a un hiatus entre le développement de la technologie, l'industrie qui a ça, et la culture citoyenne. T'sais, on n'a pas encore avalé là, tous les morceaux qui vont nous permettre, mais ça a été la même chose avec l'imprimerie qui a développé la démocratie aussi. Hein.
La démocratie, ça a d'abord été une démocratie de riches et de propriétaires, bien avant d'être une démocratie universelle. Mais dans ce sens-là, justement, après avoir écouté Citizen4 qui a été faite sur cette entrevue d'Edward Snowden, je me disais, quel extraordinaire, pour avoir travaillé en communication publique, je me disais, mais quel extraordinaire coût de relations publiques. Il serait difficile de demander mieux en termes de coût de relations publiques internationales. Et là, j'essayais de réfléchir, parce que c'est une affirmation d'un poids démocratique immense. Dire, nos gouvernements nous surveillent à notre insu, sont liés là-dedans, le savent, etc. C'est énorme. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Bon, il y a eu quelques conséquences en termes légaux et tout ça, mais qu'est-ce que ça a eu comme conséquence au sens propre de la démocratie? Comment comme peuple mondiaux, avons-nous réagi à cette information? Et là-dessus, ce que je lis comme une apathie relative de la population, qui a été bien scandalisée, bien entendu, mais qui n'a pas réagi en termes d'action politique, ça, moi, c'est un événement que je trouve profondément inquiétant. C'est ça. Et la question, et je pense que ça relève en grande partie du fait que la population n'identifie pas les leviers qu'ils peuvent mettre en œuvre. On n'a aucune idée de quoi faire. C'est ça. Et même les élus se sentent démunis et dépassés par ça. Et là, ce qui sort après l'affaire Snowden, c'est le fait justement que, là, il y a eu très récemment, ce qui sort, c'est que là, on se rend compte que même les agences mentent carrément aux organismes de surveillance, aux élus. Et là, dans ce sens-là, il y a une question de est-ce que les institutions démocratiques vont se défendre elles-mêmes aussi, pas seulement les citoyens. Et donc, effectivement, les enjeux sont colossaux parce que les pouvoirs le sont aussi. Bien, vous nous avez apporté, je crois, beaucoup de réponses, mais on termine sur une question, je trouve ça très bien. Parfait. Valérie qui disait les réponses précèdent toujours les questions. Quelques livres peut-être, puis j'en ai amené deux qui sont vraiment... Michel Venn, Ses fascinantes autoroutes. Ça a été écrit quand même... 95, je pense. 80, autrement dit, c'est la préhistoire, mais c'est tout à fait charmant. Je dois dire, à l'époque, ça faisait encore plus peur. La civilisation du clic, Jean-Paul Lafrance également, qui est un prof de l'UQAM. Benoît Duguay qui a écrit Consommation et nouvelles technologies au monde de l'hyper chez Liber Éditeur. J'aime beaucoup Liber parce que il a un très beau papier, mais il y a aussi un très, très beau contenu. C'est un éditeur amoureux de ses fabrications. Normand Baillargeon, il est toujours quelque part dans le champ de tir, lui, hein, actuellement. Il est très productif. Mutation de l'univers médiatique, sous sa direction, avec une postface de Marc Laurando. Et puis, Histoire sociale des technologies numériques de 1945 à nos jours. Le mot important, évidemment, étant le mot Histoire sociale d'André Mondou, lui aussi est à l'UQAM, décidément. Vous allez croire que je touche une subvention secrète. Il n'en est rien. Merci, messieurs, de nous avoir si bien nourris de réflexions et je suis sûr que ça va être très fécond pour l'avenir. Merci aussi de nous avoir suivis pendant toute cette heure sur un enjeu aussi important. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Dialogue.